Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, cérémonie de passation des charges entre Joseph Djogbenou et Razaki Amouda Issifou. Le désormais ancien président de la Cour constitutionnelle a officiellement passé le témoin à la faveur d'une cérémonie fort simple mais empreinte de solennité et qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités civiles et militaires de la haute juridiction du Bénin. Dans ce journal, nous allons revivre les temps forts de la cérémonie. Nous parlerons également de la 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les travaux se sont déroulés à Kigali, à capitale rwandaise. Une rencontre qui a enregistré la présence effective du Bénin à travers l'Assemblée nationale dont la délégation a été conduite par le président Louis Vlavonou. Principale information à retenir, la plénière a décidé de lever, après 3 ans, les sanctions prises contre le Bénin suite aux violences enregistrées au lendemain des élections législatives de 2019. Nous irons également au siège de l'Agence de la promotion des investissements et des exportations APIEX qui vient de signer un protocole d'accord avec une entreprise française dénommée Eureka Energy Consulting. Cette société française fait désormais son adhésion à la zone économique de Glodic-Béziers. L'accord entre les deux parties a été signé ce mercredi 13 juillet 2022. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par les nouvelles de la Cour constitutionnelle. Maître Joseph Djogbenou a officiellement passé le témoin ce mercredi à son vice-président Razaki Amouda Issifou, comme initialement annoncé hier mardi par le secrétaire général de l'institution. Une cérémonie de passation de charges qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités civiles et militaires de la haute juridiction. Joseph Djogbenou, désormais ancien président de la Cour constitutionnelle, aura passé 4 ans à la tête de l'institution. Retour sur le film de la cérémonie avec Herman Parfait, Alain Rousseau. Le geste est symbolique et matérialise la transmission officielle du maillet de président de la haute juridiction constitutionnelle au vice-président chargé d'assurer l'intérim. J'ai le bonheur, la grande joie, monsieur le vice-président, de vous transmettre ce maillet, symbole de notre juridiction, symbole de toutes les juridictions. La mission du président de la Cour constitutionnelle s'achève à 1 an de la fin officielle du mandat de l'équipe, un mandat qui aura connu d'importantes réformes, gage de la bonne santé de l'institution. La bonne santé s'est poursuivie également au plan intellectuel, scientifique et international. Au plan intellectuel et scientifique, chacun sait aujourd'hui avec quelle fierté nous arrivons dans les universités avec la revue Constitution et consolidation de l'état de droit de la démocratie et des droits de l'homme en Afrique. Cette revue qui a été votre initiative et qui connaît un succès international. Nous avons des contributions qui nous arrivent de tous les continents. Nous avons des contributions qui nous arrivent de toutes les universités. Et nous avons plusieurs auteurs qui sont fiers de présenter leurs travaux publiés dans cette revue pour leur élévation au niveau du CAMES, et qui nous en remercie et qui devrait vous en remercier, Monsieur le Président. Près de 3000 décisions rendues, d'importantes réformes au plan administratif et juridictionnel, des engagements pris aussi de la part du personnel de poursuivre l'œuvre entamée. C'est dès le début de votre mandature à la tête de l'institution constitutionnelle que vous avez annoncé les couleurs avec la modification du règlement intérieur de la Cour. La dite modification qui a permis la création de 2 chambres de mise en état et d'une chambre des audiences plénières a favorisé l'ouverture de la Cour aux citoyens et par conséquent une meilleure juridictionnalisation de la haute juridiction. Cette ouverture qui explique l'engouement des citoyens à saisir la Cour a eu pour effet un nombre de plus en plus croissant de recours et par ricochet de décisions rendues. Présence remarquée du personnel, tant civil que militaire, à cette cérémonie de passation de charge. Joseph Fifame Djogbenou quitte le collège des 7 sages avec le sentiment d'une mission bien accomplie en si peu de temps. Soyez assurés que partout où il sera nécessaire, je serai l'une des personnes qui comprendrait le mieux les déterminismes qui sont les vôtres, les contraintes qui sont les vôtres et les décisions que vous allez prendre dans l'intérêt majeur de notre pays. Encore une fois, merci. Et à très bientôt. C'est l'un de nos excellents écrivains,
qui a donné pour titre un sage prudentieux de regretter mémoire à l'un de ses ouvrages, ailleurs, un jour peut-être. Je vous dis donc ailleurs, un jour certainement. Je vous remercie. Joseph Djogbenou s'en va avec ce présent à lui offert par le personnel. Sa succession est désormais ouverte. L'Assemblée nationale en l'espèce, ainsi que le prévoit la loi organique sur la Cour constitutionnelle, pourvoit la nomination du remplaçant au plus tard dans le mois de la démission. Et déjà depuis hier, les commentaires sont bien nourris au sein de la population. Si pour les uns, c'est une grosse surprise, pour d'autres, par contre, c'était prévisible. La démission de Joseph Djogbenou de son poste de président de la Cour constitutionnelle est diversement appréciée dans l'opinion publique. Nous allons suivre les avis de quelques citoyens au micro de Canal 3 Bénin. Djogbenou a démissionné, c'est bien, parce que Djogbenou est un homme de droit. Je pense qu'il est en train de pratiquer la loi. Peut-être qu'il veut aller aux élections. Et la loi a dit, quand tu occupes un poste, il faut démissionner 6 mois avant les élections. Donc, si Djogbenou démissionne aujourd'hui, moi, ça ne me surprend pas. Notre président Patrice Talon, il a le cerveau. Et avant l'heure, il pense ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans. Et il est en train de faire son plan. Il ne peut pas faire perdre comme mon passé, jamais. Comment il va classer son derrière, comment il va gérer son derrière, même s'il n'est pas là, celui qui va rester pour gérer son derrière, il va chercher. On peut dire ça, c'est un pipeau. Pourquoi je dis ça, c'est un pipeau? Lui-même, il n'a qu'à venir sur les chaînes pour parler que moi j'ai démissionné. Moi, je voudrais aller aux élections. Si ils ont démissionné pour aller aux élections législatives qui viennent dans 5 mois, je pense que pipeau, il ne peut pas sortir. C'est un non-lieu, c'est un non-événement chez moi. Parce que connaissant Djogbenou et connaissant le président de la République, nous savons les liens parentaux qu'il y a entre eux. L'avocat personne du chef de l'État, ça veut dire qu'ils se sont déjà vus, ils se sont déjà entendus. Et Djogbenou sait pourquoi il a démissionné. Talon aussi sait pourquoi il a démissionné. Alors, je pense que ce coup, personne n'est novice. Le Benoît est assez mature et tout le monde sait ce qu'il veut faire. Et Djogbenou veut se présenter aux élections législatives. Mais je pense que ça ne serait pas une bataille. Une bataille facile pour lui. C'est sûrement qu'il y a des promesses, il y a une espérance. Il y a des promesses, il y a sûrement un deal entre les hommes politiques. Et ce deal peut-être serait plus intéressant que ce qu'il a aujourd'hui, que le poste qu'il a occupé aujourd'hui. Donc voilà. Mais vous voyez, le timing est choisi. Le timing choisi pour, n'est-ce pas, déposer, n'est-ce pas, le tablier à la tête de la Cour constitutionnelle. Ce timing, on est à quelques mois des élections législatives, ça pourrait laisser penser à beaucoup de choses. Les supputations sont les bienvenues. On peut supputer, on peut dire que il veut être dans les starting blocks pour les élections législatives. On peut penser aussi, c'est une probabilité que, il envisage peut-être le père choix. On peut envisager aussi que s'il a posé cet acte, c'est qu'il se prépare dans la perspective des élections présidentielles de 2026. Toutes les probabilités, toutes les supputations, cette démission est la porte ouverte à toutes ces supputations. Mais le président Djogbenou n'est pas le seul capable de gérer la Cour constitutionnelle. Il y a d'autres qui peuvent gérer aussi la Cour constitutionnelle. Le président Djogbenou a dirigé la Cour constitutionnelle pour un temps et nous a démontré de quoi il est capable. Il n'a pas mal géré la Cour constitutionnelle. Non. Il a géré avec beaucoup de doigté, avec beaucoup d'intelligence. Donc s'il est parti, c'est sûr qu'il est parti pour des raisons que lui seul connaît. Le président Djogbenou, en sa qualité de citoyen et en sa qualité d'autorité, a le droit de démissionner. 1. Et deuxièmement, le président Djogbenou a le droit d'être candidat à l'élection législative prochaine. Je n'en sais rien. Ne vous plaignez pas. Peut-être qu'il a préparé un autre atterrissage. Moi, je suis ici à Alcrève, mais un beau matin, vous pouvez entendre que moi aussi j'ai démissionné. Pour me mettre à la disposition du peuple. D'une autre manière.
Et justement, pour répondre à la kyrielle de questions et de supputations qui fusent au sein de l'opinion publique depuis hier, Joseph Diogbenou a rendu public ce mercredi les raisons de sa démission. Face à la presse, il y a quelques heures, l'avocat dit avoir accompli ses objectifs à la Cour constitutionnelle et que désormais, sa place est au sein de la classe politique nationale. Voici un extrait des propos de Joseph Diogbenou. 4 années. Je voudrais, à l'entame de cette déclaration, réitérer ma reconnaissance et ma gratitude à celles et ceux, en ce moment, dans ces conditions et circonstances si difficiles, on peut considérer que je pouvais le faire, et donc en particulier la 7e législature en son bureau, le bureau de l'Assemblée. Mais dans la vie, ce ne sont pas des positions qui comptent. Dans la vie, ce sont les objectifs qui comptent. Et les objectifs dans une société démocratique, dans un État en construction, sont essentiellement politiques. Ce renoncement à l'action politique auquel j'ai dû me soumettre m'a permis de comprendre que le travail véritable est sur le chantier, qu'il est nécessaire, alors que les objectifs majeurs au sein de la Cour constitutionnelle me paraissent être accomplis, réalisés, il est nécessaire de redevenir comme un simple ouvrier auprès du chantier politique, qu'il est nécessaire de renouveler l'engagement politique, qu'il est nécessaire de retrouver sa famille politique. Et la mienne, c'est l'Union progressiste. Je voudrais donc très formellement et très publiquement vous inviter à comprendre que cette décision est nécessitée par l'appel à la fois de ma conscience, mais également de ce qui résulte de l'analyse de la situation politique qu'à titre personnel j'ai pu faire, et de considérer que j'ai souhaité reprendre l'engagement politique là où je l'avais laissé et de redevenir un ouvrier sur le chantier, un militant à la base. Le désormais ex-président de la Cour constitutionnelle a été ensuite questionné sur le timing de cette démission, tout comme des ambitions que l'opinion publique voit derrière l'acte. Sa future destination est-elle vraiment le Parlement pour la prochaine législature? Et plus loin, Joseph Diogbenou vise-t-il le perchoir? Voici sa réponse. Je suis candidat à tout ce que le parti me demandera de faire. Mais il faut quand même souligner que les fonctions les plus éminentes sont exercées par les militants les plus simples mais les plus engagés. Je suis intéressé par la contribution au niveau des organes politiques du parti, au niveau du parti, à faire en sorte que ces choix, quoique difficiles, soient faits dans l'intérêt du Bénin. Et donc, mon intention n'est nullement d'occuper une fonction déterminée, mais de me remettre dans le débat politique, mais de me remettre dans l'engagement politique, mais de me remettre dans la construction politique. Beaucoup de choses sont encore à faire et il me paraît nécessaire, je revendique la qualité d'un intellectuel engagé, il paraît nécessaire de renoncer au confort institutionnel et de se remettre en chemin en parcourant les monts et vallées, les villages et les villes, les quartiers, les arrondissements, et faire en sorte que nos compatriotes comprennent mieux ce que, au plan politique, on leur offre et qu'ils participent mieux à la réalisation de cette offre politique. Parlons à présent de la 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les travaux se sont déroulés à Kigali, la capitale rwandaise, une rencontre qui a enregistré la présence effective du Bénin à travers l'Assemblée nationale, dont
La délégation a été conduite par le président Louis Vlavonou. Il faut préciser que le Bénin était sous alerte depuis 3 ans. La plénière a décidé de lever les sanctions prises à son encontre suite aux violences enregistrées au lendemain des élections législatives de 2019. Le point de l'ouverture de la session avec Idrissou Boukari. Au centre de convention à Kigali, au Rwanda, s'ouvrent les travaux de la 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le Bénin y est représenté par une forte délégation des députés, avec à leur tête le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. La situation politique et sécuritaire dans certains pays membres de l'APF et la promotion de la femme dans les instants de décision étaient au cœur des discussions. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que l'objectif du réseau des femmes de l'APF, c'est quand même de travailler, de faire la promotion des femmes, de travailler à toutes les questions qui empêchent, ou enlever en tout cas les barrières qui empêchent les femmes d'accéder à des postes de responsabilité à ce niveau, à un très haut niveau de décision. Et nous passons notre temps à dénoncer ce qui ne va pas, à essayer de trouver des solutions, à réfléchir à des solutions potentielles. Mais on s'est dit que lorsqu'il y a des choses qui se font, lorsqu'il y a de très bonnes choses qui se font, il faut également féliciter. Et c'est dans cet esprit que Mme Epoubé, qui était la présidente, la vaste présidente de ce réseau des femmes, a tenu à féliciter notre grande sœur, notre maman, Mariam Chabi Talata, pour son élection au poste de vice-présidente de la République du Bénin. La bonne nouvelle des assises de Kigali, le Bénin retrouve sa place de pays démocratique. Les événements de 2019 liés aux élections législatives qui ont abouti à la mise en place d'un parlement monocolore ont contraint l'Assemblée parlementaire de la francophonie à la faveur de sa 45e session à mettre le Bénin sous alerte. Mais depuis 3 ans, les différentes missions déployées au Bénin ont constaté des progrès tendant au retour à la normale. Et c'est à juste titre que les délégués présents à cette session ont à l'unanimité voté en faveur du Bénin. Pour parler, ont commencé depuis ce jour-là même où nous avons exigé que des missions soient envoyées au Bénin pour constater la réalité des faits et non pas se fier uniquement aux réseaux sociaux ou aux mass médias. Alors, plusieurs réunions ont eu lieu au niveau du bureau, au niveau de la commission politique. 2 missions ont été envoyées au Bénin, l'une dirigée par le président de l'APF en février 2020 et une dernière qui a eu lieu tout récemment en 2022. À la suite de tout cela, nous espérons que l'APF au plus haut niveau a fait sa propre expérience et se fait sa propre idée de ce que nous vivons au Bénin comme démocratie. La sanction est donc levée à 5 mois de la fin de la 8e législature. Les élections de janvier 2023 seront donc un test pour le Bénin pour maintenir son statut normal retrouvé ou s'illustrer de la plus mauvaise des manières en matière de pratiques démocratiques. Dans un tout autre registre, la réforme du Code général des impôts et les implications comptables et fiscales de la loi des finances 2022 était au cœur d'un séminaire de formation ce mardi à Grand Popo dans le département du Mono. C'est une séance de travail organisée par le ministère de l'Économie et des Finances au profit du personnel financier et comptable des organisations de la société civile. Geoffroy Messan pour les détails. Ici, à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo, s'ouvre un atelier de renforcement de capacité du personnel financier et comptable des organisations de la société civile OSC. Il est organisé par le ministère de l'Économie et des Finances en collaboration avec l'unité de gestion des réformes du système de gestion des finances publiques, UGR, et le Centre national de formation comptable, CENAFOC. Son thème, les dispositions fiscales de la loi des finances 2022 et celles du Code général des impôts et leurs implications comptables. Je veux juste rappeler que jusqu'en décembre 2021, notre pays était doté d'une fiscalité régie par plusieurs tests datant de la période d'indépendance, dont la loi numéro 64-35 du 31 décembre 1964 portant codification des droits
impôts et taxes fiscales d'enregistrement, de termes de publicité foncière et hypothécaire et sur les revenus des capitaux mobiliers, et l'ordonnance numéro 2-PR-MFAE du 10 janvier 1966 portant codification des impôts directs et indirects. La superposition de ces différents textes et leur éparpillement dans divers documents complexifie leur bonne compréhension et donc leur bonne application, surtout par le contribuable. La réforme du Code général des impôts est venue apporter des solutions à ces déconvenues, comme vous aurez l'occasion de vous en apercevoir tout au long de votre formation. La formation sera une occasion pour ces acteurs des OSC de parcourir les dispositions antérieures de la loi des finances. Elle leur permettra également de s'imprégner des mesures reconduites, des mesures nouvelles, des innovations du Code général des impôts et du tableau de bord fiscal des OSC et des ONG. Vous méritez des encouragements. Je voudrais également remercier le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances qui a accédé à votre demande et a pris les dispositions pour que cette formation se tienne. Je n'oublierai pas M. Mendo et toute son équipe du Centre national de formation comptable qui ont su, après instruction, prendre les dispositions pour que la formation ait lieu. Cette formation sur la réforme du Code général des impôts et les implications comptables et fiscales de la loi des finances 2022 s'étale sur 2 jours. Pour rappel, la loi des finances 2022 a été votée le 9 décembre 2021 et lancée officiellement le 7 janvier dernier. Dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, les États s'emploient à sécuriser davantage le système de protection aux clients des teneurs de compte. Et l'arme de défense, c'est le fonds de protection des épargnants dont les bases juridiques sont en étude de validation à Cotonou. C'est à la faveur d'un atelier ouvert ce mardi par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Narcisse Anossé pour les détails. Après plusieurs tentatives infructueuses, le processus de mise en place du Fonds de protection des épargnants est relancé sur le marché régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Un instrument voulu pour compléter le dispositif de protection des investisseurs qui jusque-là garantissait le dénouement des opérations boursières. Et donc il s'agira, à travers cet instrument, d'indemniser les petits épargnants à concurrence d'un plafond d'indemnisation qui sera fixé. Et si jamais les intermédiaires financiers auprès de qui ils ont leurs avoirs, que ce soit des avoirs titres ou espèces, s'il arrivait que pour une raison ou pour une autre, ces intermédiaires financiers faisaient faillite. Donc ils auront au moins la certitude de récupérer quelque chose le temps que les procédures collectives d'appurement du passif ou de liquidation de ces entités-là soient achevées. En somme, sécuriser l'environnement des transactions boursières tel que le dispose l'article 23 du règlement général de la bourse régionale des valeurs mobilières. Et ce sont les projets de test qui sont soumis ici à l'appréciation des spécialistes autour de ces assises tenues aussi bien en présentiel que par visioconférence. Sans un dispositif approprié de protection des investisseurs, les marchés boursiers pourraient être freinés dans leurs ambitions d'attirer des ressources, de se développer adéquatement et être contraints de laisser les banques endosser le rôle de source exclusive de financement. Le chantier de mise en place de ce fonds a été ouvert par Romuald Ouaddaï, alors président en exercice du Conseil des ministres de l'économie et des finances de l'UEMOA. Et la relance du processus est vue aujourd'hui comme un motif de fierté. Mesdames et messieurs, je me réjouis particulièrement de voir se concrétiser certains chantiers initiés sous la mandature de Monsieur le ministre de l'économie et des finances, ministre d'État, lorsqu'il était donc président du Conseil des ministres de l'UEMOA. Et donc la présente cérémonie est l'un des chantiers qu'il avait lancé. La mise en place donc de ce fonds de protection des épargnants au sein de notre marché, à travers donc un dispositif réglementaire et le cadre opérationnel, vient à point nommé et renforcera la confiance des investisseurs. Le requiem est ainsi entonné pour les conflits d'intérêts autour des opérations boursières
dans la sous-région. Les bases juridiques de ce fonds seront jetées au terme des travaux de réflexion que mèneront ces experts. Une fois validés, ces tests seront soumis à l'appréciation des gouvernants pour approbation. MTN Bénin accompagne 500 jeunes béninois à concrétiser leur idée d'entreprise. C'est la forme que donne cette année le réseau de téléphonie mobile à son programme de 21 jours d'action sociale, édition 2022. L'initiative annuelle est dénommée 21 Days of Yellow Care. Le lancement officiel des tests de sélection a eu lieu ce mercredi à Cotonou. William Cliquant. Plus de 1000 jeunes âgés de 21 à 35 ans sont en lice pour l'obtention d'un de ces engins à 2 roues de la marque de moto électrique M-Moto. À l'arrivée, 500 vont pouvoir bénéficier chacun d'une moto dont le premier montant de garantie est assuré par MTN Bénin. Le géant du GSM entend ainsi donner vie à des idées d'entreprise novatrices que portent ces jeunes gens et dont ils vont réussir à persuader les jurés en face. Le groupe MTN a choisi de placer les activités du 21 Days of Yellow Care de cette année autour du thème de outiller nos communautés pour une reprise économique. Au Bénin, nous avons choisi de cibler la jeunesse et le domaine du transport par moto. Pourquoi la jeunesse? Parce que c'est la composante principale de notre société, mais aussi c'est l'une des plus vulnérables aux difficultés économiques. Une fois que MTN s'est acquitté du premier paiement pour permettre l'accès à la moto, nous ferons ensuite, nous aurons l'obligation que nous nous sommes faites de mettre ces jeunes-là en contact avec différentes plateformes de partenaires, de responsables d'entreprises qui ont besoin de ces services-là. Nous accompagnerons ces jeunes-là également avec des formations pour leur permettre, pour ceux qui veulent, de se mettre en pool et de créer des pools d'échange pour permettre les échanges d'expériences et permettre à chacun de grandir. Bon nombre de partenaires accompagnent l'initiative. Le Centre national de sécurité routière, l'Agence nationale pour l'emploi et en premier, l'entreprise productrice de ces motos électriques. Nous proposons des paiements en fonction du modèle des paiements qui vont de 999 francs par jour. C'est pour donner la possibilité à tous les Béninois, comme on dit. C'est ce qui justifie notre présence aux côtés de MTN aujourd'hui qui offre 500 motos à 500 jeunes entrepreneurs béninois. 21 Days of Yellow Care est une campagne d'action caritative des agents de MTN Bénin en cours depuis plus d'une décennie. Après la pause de 2 ans due à la pandémie de Covid-19, le programme social reprend cette année 2022 pour impacter considérablement la jeunesse, à l'instar des autres éditions. Parlons à présent de la première session ordinaire du Bureau indépendant d'évaluation du Fonds africain de garantie et de coopération économique, FAGAS. Les membres du BIE se sont retrouvés au siège de l'institution à Cotonou pour peaufiner la mise en œuvre des activités de cette nouvelle instance créée par le Conseil des gouverneurs qui, pour entre autres évaluer les activités du FAGAS et contribuer à l'amélioration des normes en matière de gouvernance. Au thème des travaux, le président du BIE s'est confié à la presse. Il est au micro de Clément Tchadé. Comme vous le savez, le FAGAS a adopté une stratégie avec un certain nombre d'axes, dont un axe, c'est le renforcement de la gouvernance pour renforcer l'efficacité de cette institution multilatérale de financement de premier plan. Donc la première, c'est d'évaluer la performance des instances, les organes du FAGAS, à savoir le Conseil des gouverneurs, le Conseil d'administration et la Direction générale. On peut citer l'évaluation de la performance des activités du FAGAS, les projets, les programmes, toujours aussi dans un esprit d'amélioration et d'efficacité, se basant sur les meilleures pratiques internationales. La troisième fonction aussi essentielle, c'est de mettre aussi des avis sur la pratique du FAGAS. Quatrième, si je peux en citer, parce qu'il y en a d'autres, mais je vais me limiter aux 4 parce que le contexte ne s'y prête pas. Donc c'est aussi de suivre l'exécution des décisions
des recommandations du Conseil des gouverneurs. Nous avons commencé la première réunion ordinaire du Bureau indépendant d'évaluation. Donc, elle était consacrée à l'examen des textes créant cette institution, mais aussi nous avons examiné et approuvé la charte qui devra guider le fonctionnement du Bureau indépendant d'évaluation. L'impact sera de grande portée. Premièrement, ça va renforcer l'efficacité de la gouvernance de l'institution. Le deuxième volet, c'est aussi renforcer le potentiel de mobilisation des ressources dont cette institution a besoin au niveau international. Donc, cette création participe de la dynamique récemment insufflée à cette institution, pour justement être au diapason et pour tirer le meilleur profit des opportunités de mobilisation de ressources en faveur des économies qui s'offrent au niveau international et régional. Donc voilà, c'est pour renforcer la gouvernance, pour renforcer la crédibilité et pour faciliter aussi la mobilisation des ressources et leur utilisation de façon efficiente et efficace. Je l'annonçais en début d'édition, Eureka Energy Consulting, c'est le nom de la toute nouvelle entreprise française qui vient de signer son adhésion à la zone économique de Glodjig-Bézé. L'accord entre la société et l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations est acté ce mercredi 13 juillet en présence des responsables des deux parties. Les détails avec Teddy Goudalo. Cette signature de protocole d'accord annonce l'entrée officielle d'une nouvelle entreprise au sein de la zone économique de Glodjig-Bézé. Il s'agit de la société Eureka Energy Consulting, qui est un cabinet de conseil et prestations de services en énergie. On a plusieurs projets en cours qu'on aimerait développer également sur le Bénin, qui consisterait à aider le Bénin à se développer au niveau énergétique, à participer en tout cas au développement du Bénin. Le second volet, on va dire, de notre positionnement aujourd'hui à Cotonou ou au Bénin tout simplement, c'est également de pouvoir conseiller des entreprises ou des particuliers sur leur gestion en énergie, sur comment gérer, utiliser l'électricité aujourd'hui dans leur bureau, même ici, ou dans leur domicile, afin, comme vous avez pu le voir, il y a quand même quelques petits soucis avec la SBE au niveau des tensions, donc afin de, on va dire, alléger tout simplement l'utilisation sur le réseau et de permettre au gouvernement de continuer à se développer à ce niveau. Le Bénin aujourd'hui est l'un des pays qui peut nous accueillir, qui pouvait nous accueillir pour cela, qui pouvait nous aider pour cela. Du côté de l'Agence de promotion des investissements et des exportations APS, les assurances sont données en vue d'un meilleur accompagnement. L'installation au Bénin de cette société va créer 50 à 100 emplois sur un délai de 2 ans. Nous allons les accompagner. Il y a un dispositif qui est intéressant, c'est le Code des investissements, qui permet sur ces sujets-là de pouvoir à minima les accompagner dans le fait qu'ils pourront bénéficier de l'exonération de droits de douane sur les équipements qu'ils vont importer pour pouvoir travailler ici. Ça, c'est à minima. Et puis, si on travaille bien le dossier, en fonction du niveau d'expertise et du niveau de formation qu'ils vont donner aux jeunes, on pourrait aller un peu plus loin et voir dans quelle mesure on ne pourrait pas également les accompagner sur le BIC pendant une période qui sera définie dans le cadre en fait du montant de l'investissement. C'est en fonction du montant de l'investissement qu'ils souhaitent mettre en place. Et ce qu'il y a derrière, c'est ça qui va permettre justement de pouvoir leur donner également l'exonération du BIC. Les ambitions de la pièce sont grandes et l'arrivée de Eureka Energy Consulting est gage d'un avenir radieux pour la zone économique de Glodjig-Bézé. Alors présent dans le département de l'Atakora et plus précisément dans la commune de Boukoumbe qui a abrité la 33e édition de la Journée mondiale de la population. L'initiative est du gouvernement béninois qui a voulu que l'édition de cette année se tienne dans cette commune parce qu'elle fait partie des zones où la fécondité est en forte progression. À la fin des manifestations riches en couleurs, les groupements de femmes de la localité ont été gratifiés de quelques matériels de travail, un don
du ministre Abdoulaye Biochane. Reportage. La commune de Boukombe accueille ainsi ce lundi 11 juillet 2022 la 33e édition de la Journée mondiale de la population. Une initiative du gouvernement béninois soutenue par le Fonds des Nations Unies pour la population et ses partenaires sous le thème 8 milliards d'êtres humains sur Terre vers un avenir résilient, exploiter les possibilités et garantir les droits et les choix de toutes et de tous. À travers ce thème, le Fonds des Nations Unies pour la population interpelle tous les pays du monde sur la nécessité de faire le point et mener des actions, peu importe l'évolution de leur croissance démographique, et ne pas s'attarder sur des discours alarmistes du genre surpopulation ou effondrement de la population. Selon les données statistiques publiées sur la population par les institutions béninoises, la Takora fait partie des zones où la fécondité est en forte progression. Comprenez que la Journée mondiale de la population offre un cadre stratégique de réflexion et d'action sur les questions d'autonomisation des femmes, de santé de reproduction, de scolarisation et de maintien des filles dans le système éducatif. C'est aussi l'occasion d'attirer l'attention des décideurs à tous les niveaux sur l'urgence et l'importance des problèmes de population dans un contexte économique mondial de plus en plus difficile. Boukombe a été choisi parce que Boukombe est une ville résiliente. Et donc, la population qui est estimée aujourd'hui à 112 000 par rapport à 8 milliards, l'avenir de cette population doit être également pris en compte. Et c'est pour ça, certainement, ce connaisseur qui a choisi Boukombe a bien fait. Représentant le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Yakoubou Amadou a levé un coin de voile sur les projets de l'État central. Il va sans dire que pour aller vers un avenir résilient, l'État et les communautés doivent concilier et entretenir une synergie entre les facteurs sociaux, culturels, économiques, environnementaux, en vue d'adopter des réponses politiques globales et holistiques fondées sur des preuves et permettant à tous d'exercer leurs droits, y compris les droits reproductifs. À la fin de cette célébration, un lot de matériel de travail a été offert au groupement de femmes de la commune de Boukombe. Un don du ministre d'État Abdoulaye Biochane pour améliorer leurs différentes productions. Ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.